everyone. Today we have with us Mr. Thomas Musard. He's Doctor of Anthropology and Ethnology, and he's Project Manager for Anthropology and ICH at the Ministry of Culture in Paris. Thank you so much for being here with us, Mr. Musard. I give you the floor. Okay, thank you very much. I'm going to talk in French. Je vais vous présenter la mise en œuvre par la France de la Convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Merci pour cette invitation et cette opportunité de partager ces informations à l'échelle européenne et au-delà. Alors tout d'abord, je commencerai par donner des informations sur le cadre législatif français en matière de patrimoine culturel immatériel. La France a ratifié la Convention de 2003 en 2006, 3 ans après son adoption par l'ONU. Ce qui s'est traduit par la loi numéro 2006-791 du 5 juillet 2006, autorisant l'approbation de la Convention internationale. Et c'est 10 ans plus tard, en 2016, que la notion de patrimoine culturel immatériel a été introduite dans la définition du patrimoine, et dans une autre loi bien plus conséquente, la loi 2016-925 du 7 juillet 2016, qui est relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Donc cette loi, LCAP, par son acronyme, comporte en fait notre code du patrimoine en France. Et dans l'article L1 de la partie législative, eh bien, on peut lire « Le patrimoine s'entend au sens du présent code, de l'ensemble des biens immobiliers, mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. Donc, pour le cadre législatif, voilà tout ce dont on dispose en France pour mettre en œuvre cette convention. Pour le moment, il n'y a pas de traduction juridique supplémentaire dans le droit national en France. Alors, nous avions eu l'occasion de soutenir un programme de recherche en droit comparé international qui avait montré que dans certains pays, eh bien, la législation nationale avait en effet pris en compte le patrimoine culturel immatériel de manière plus conséquente. En France, on est dans ce que les juristes qualifient de droit mou, quelque part, par opposition à du droit dur qui entraînerait des conséquences plus importantes en matière de réglementation et de législation. Donc voilà pour le cadre législatif, tout simplement. Et je passerai maintenant au cadre administratif. Un petit historique me permet de vous dire qu'en 2006, donc au moment où la France adopte la Convention, il existe au ministère de la Culture une mission du patrimoine ethnologique. Et c'est cette mission qui va prendre en charge la mise en œuvre de la Convention. Au gré de 2 réformes successives, en 2009 puis en 2021, cette mission va fusionner en un département de la recherche, plus largement de la recherche dans le domaine des sciences du patrimoine. Et c'est donc ce département auquel j'appartiens en tant que chargé de mission
pour l'anthropologie et le patrimoine culturel immatériel, ce département de la recherche, de la valorisation et du PCI qui pilote la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du PCI. Donc ce département appartient à la Direction générale des patrimoines et de l'architecture au sein du ministère de la Culture. C'est donc en administration centrale 2 chargés de mission, ma collègue Lily Martinet et moi-même, qui sommes chargés non seulement d'assurer, comme on va le voir, le pilotage de l'inventaire national, mais aussi de suivre les candidatures sur les listes instaurées par l'UNESCO et d'autre part, de contribuer à piloter la recherche en anthropologie et en ethnologie de la France. Dans la continuité, en fait, de cette mission du patrimoine ethnologique qui a été créée en France en 1980. Donc, il y a une articulation, comme qu'on va voir, très, très forte entre, d'une part, la recherche en ethnologie de la France et, d'autre part, l'identification du patrimoine culturel immatériel en France en vue de sa sauvegarde. 2 chargés de mission en ce qui concerne le personnel côté ministère de la Culture en administration centrale et aussi 20 conseillers pour l'ethnologie et le patrimoine culturel immatériel dans les directions régionales des affaires culturelles. Donc nous avons en France ces services déconcentrés dans 12 grandes régions hexagonales et également dans 8 régions ultramarines en Outre-mer. Donc, les chargés de mission en administration centrale travaillent en collaboration étroite avec ces conseillers et qui ont une connaissance évidemment bien plus approfondie des territoires sur lesquels ils exercent leurs compétences. J'ajoute que ces conseillers ont souvent d'autres secteurs culturels en propre. Ils s'occupent du patrimoine immatériel et de l'ethnologie, mais également des musées, voire du livre et de la lecture dans certains cas, les musées la plupart du temps. Et ils sont rattachés à des pôles patrimoine dans ces directions régionales des affaires culturelles. Je reviendrai dans un instant sur le réseau des acteurs du PCI en France, puisque ce réseau s'étend bien au-delà des agents du ministère de la Culture. Alors toujours sur le cadre administratif, je voudrais aussi souligner que le Sénat français et plus particulièrement sa commission de la culture, de l'éducation et de la communication, a rédigé un rapport d'information sur la mise en œuvre de la Convention en 2021. Donc près de 20 ans après sa adoption par l'ONU. Alors le Sénat a souligné le potentiel en fait du patrimoine culturel immatériel sur les territoires. Il a aussi pointé un certain manque de connaissance de la Convention. Et il a énoncé des propositions afin d'améliorer la mise en œuvre de la Convention, en tout 25 propositions qui sont autant d'enjeux et de mesures que nous tentons de mettre en œuvre avec nos moyens année après année. En tout cas, ce rapport du Sénat montre effectivement un intérêt croissant, notamment des collectivités territoriales, donc des régions françaises ou même des communes françaises ou des départements pour le patrimoine culturel immatériel et sa sauvegarde sur les territoires. Alors,
Je vais vous présenter maintenant la manière dont en France nous nous acquittons de cette obligation d'identifier le patrimoine culturel immatériel sur le territoire national à travers un inventaire, donc obligation qui découle de l'article 12 de la Convention. Cet inventaire, il a été instauré en 2008, et donc 2 ans après l'adoption de la Convention, car dans un premier temps, le ministère de la Culture a travaillé sur les inventaires qui existaient déjà, les inventaires existants en matière de patrimoine, dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, ce que nous appelions en France, avant d'adopter cette désignation et la Convention, le patrimoine ethnologique, ou encore des arts et traditions populaires, sans remonter jusqu'au folklore, qui est un terme qui n'est plus guère en usage en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc en 2006-2007, il y a eu ce que nous avons appelé un inventaire des inventaires, avant d'ouvrir une nouvelle liste, un nouvel inventaire national du patrimoine culturel immatériel en France. Alors il a fallu dans un premier temps concevoir une fiche type qui s'est inspirée d'ailleurs d'un modèle et d'échange avec le Québec. Et cette fiche type a été progressivement améliorée afin de correspondre le plus possible aux attendus de la Convention. Et par exemple, elle comporte désormais, cette fiche, ce dossier, une section sur les mesures de sauvegarde envisagées, et une attention accrue a été apportée aussi à la plus large participation possible des acteurs qui constituent la communauté patrimoniale, la communauté au sens de la Convention de l'UNESCO. Alors jusqu'en 2020, et à partir donc de 2008, nous avons organisé un appel à projets annuel pour l'inventaire national. L'appel à projets qui était destiné aux communautés elles-mêmes, mais aussi aux chercheurs et aux opérateurs culturels, c'est-à-dire aux musées, à centres culturels par exemple, qui souhaitaient mener une démarche de recherche appliquée et impliquée dans la sauvegarde du PCI. À peu près une trentaine d'éléments ont pu être inclus chaque année. Mais cet appel à projet a été supprimé donc en 2020 parce que désormais les demandes sont suffisamment nombreuses pour qu'on puisse se passer d'un tel appel à projet. Donc cet inventaire, il résulte de demandes sociales. Nous avons des représentants de communautés qui saisissent spontanément et de plus en plus régulièrement notre service en administration centrale ou les directions régionales des affaires culturelles. Je vais vous décrire maintenant très simplement la procédure d'inclusion d'un élément à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. C'est évidemment une démarche participative et je dirais même collaborative. Elle débute par une première réunion de cadrage avec un représentant de la communauté patrimoniale. Nous allons vérifier la conformité de la proposition, de la demande à l'esprit de la Convention, c'est-à-dire s'agit-il vraiment de patrimoine culturel et matériel au sens de la Convention. Je le disais à l'instant, dans la notion de patrimoine immatériel est parfois saisie par
par des acteurs de la société civile ou même des élus ou autres, de manière très, très, très large. Donc il y a parfois une confusion avec la mémoire orale, par exemple. Alors même qu'on doit réexpliquer que le patrimoine immatériel est du patrimoine vivant, des pratiques sociales, et non pas une mémoire d'une pratique qui aurait disparu, par exemple. Donc, c'est une réunion de cadrage qui permet de bien, parce que c'est encore nécessaire, étant donné le caractère récent de la Convention, d'expliquer l'esprit de la Convention, finalement de renvoyer à la définition du PCI, à son cadre éthique également. Le respect des principes du développement durable, des droits de l'homme et du dialogue entre les communautés. On va apporter aussi un appui méthodologique, expliquer les attendus d'un dossier d'inventaire et ensuite élaborer de manière collaborative un dossier d'inventaire. Collaborative d'une part entre donc des agents du ministère de la Culture et des représentants de la communauté, et aussi avec, le cas échéant, un ou des chercheurs en sciences sociales. Nous allons voir que la collaboration avec la recherche est en tout cas incitée par le ministère de la Culture. Une fois que le dossier est complet, réputé complet, cohérent, eh bien, il est examiné, évalué, instruit par le comité national, le comité du patrimoine ethnologique et immatériel, qui se réunit 3 à 4 fois par an pour donc notamment évaluer ces dossiers en vue d'une inclusion. C'est un comité qui réunit des représentants du ministère de la Culture, mais aussi des instances de l'UNESCO, d'autres ministères, étant donné le caractère très transversal du patrimoine culturel immatériel, donc ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, ministère de la Transition écologique, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et aussi un collège d'experts parmi lesquels des anthropologues, conservateurs, qui ont des domaines de spécialité complémentaires. Donc, à l'issue de cette inscription, l'élément va figurer, comme on va le voir, sera versé en ligne, le dossier sera versé intégralement en ligne. Alors, quelques éléments de statistiques sur cet inventaire national. C'est 519 éléments inclus au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, avec donc une vingtaine d'éléments inclus chaque année. Si on s'intéresse au domaine du PCI, il y a une dominante de savoir-faire lié à l'artisanat, en ce qui concerne la France. Donc près de un bon tiers de ces éléments concernent des savoir-faire liés à l'artisanat, et également un cinquième sur des jeux et sports traditionnels. À présent, je vais vous présenter le dossier très, très brièvement. Le dossier, donc, la fiche type qui est celle en vigueur depuis 2019, car comme je vous l'ai dit, elle s'est progressivement améliorée pour tenir compte des attendus de la Convention. Donc cette fiche type, elle est structurée en 5 grandes parties. La première porte sur l'identification de la pratique, telle qu'elle existe au présent. Donc, dans un premier temps, on donne une description de la communauté
de tous les acteurs qui sont concernés, plus ou moins directement, par la vitalité de la pratique culturelle. Puis, on décrit cette pratique de manière détaillée. Deuxième grande partie, la problématique est celle de la transmission. Comme il s'agit de sauvegarder un patrimoine vivant, il s'agit de bien comprendre aussi la logique de transmission de cette pratique. On va donc donner des indications sur le caractère formel ou informel de ces transmissions et sur les personnes ou les institutions qui sont engagées, qui assurent cette transmission. Troisième grande partie, l'historique. Si dans la première partie, nous avons une description au présent, dans cette troisième partie, nous revenons sur le contexte d'émergence de la pratique culturelle et sur la manière dont elle a pu se transformer, donc sur son caractère dynamique. Troisième partie, donc, sur l'historique. Et la quatrième partie a pour thème la viabilité et la sauvegarde. Dans un premier temps, il s'agit pour les rédacteurs du dossier de montrer en quoi la pratique est vivante aujourd'hui et aussi en quoi certaines menaces pourraient entraîner certains risques sur le bon déroulé, sur la vitalité de la pratique culturelle sur le PCI. À partir de ce diagnostic sur la viabilité, des mesures de sauvegarde envisagées sont donc décrites le plus précisément possible, de sorte à ce que, à l'issue de l'inclusion à l'inventaire national, la communauté puisse assurer ces mesures de sauvegarde avec les partenaires et les soutiens qui auront pu être identifiés au moment du processus d'inventaire. La cinquième partie, porte sur le consentement de la communauté. Elle apporte en fait la preuve d'un consentement libre, préalable et éclairé de la communauté, la participation des acteurs. Et ce consentement est apporté sous la forme de lettres ou bien de vidéos. Jusqu'à présent, ça a toujours été des lettres. Ce dossier est complété par une iconographie, donc par au moins trois photographies que l'on va trouver en première page du dossier, mais autant d'illustrations qu'il sera nécessaire d'avoir pour bien faire comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit donc, ce dossier vise à produire une connaissance la plus claire, la plus synthétique, s'adressant donc au plus grand nombre. Il ne s'agit pas d'être trop technique, par exemple, s'agissant d'un savoir-faire lié à l'artisanat, mais bien de donner accès au plus grand nombre à un patrimoine vivant. Cette description peut être textuelle et iconographique, peut être également complétée d'une courte vidéo. Ce dossier est versé ensuite sur une plateforme collaborative qui s'intitule PCI Lab, la plateforme pour l'inventaire national du PCI, dont vous voyez un aperçu à l'écran. Cette plateforme peut être interrogée de plusieurs manières, grâce à des mots-clés,
et grâce à une cartographie également. L'intégralité donc des dossiers sont versés sur cette plateforme qui présente aussi donc les vidéos et qui est reliée à des pages Wikipédia. Chaque élément inclus possède aussi une page Wikipédia qui est distincte du dossier d'inventaire, ce ne sera pas le même texte. Et c'est sur ces pages Wikipédia que, comme il est d'usage sur cette encyclopédie participative, eh bien, tout à chacun pourra ajouter des informations, contribuer à enrichir les pages en question. Au moment où l'élément est inclus à l'inventaire national, la communauté reçoit un emblème national, l'emblème du patrimoine culturel immatériel en France, qui est assorti d'ailleurs de trois verbes: connaître, pratiquer, transmettre. Alors c'est un emblème dont les acteurs, les praticiens pourront faire usage dans toutes leurs actions de valorisation, de transmission et de leurs pratiques culturelles, à l'exception d'un usage commercial. Donc, lorsque l'élément est attribué, il est en retour d'une charte d'utilisation signée. Voilà pour notre inventaire national, qui comporte donc maintenant à peu près 500 éléments. Et je dirais maintenant un mot sur le patrimoine vivant de l'humanité et les éléments inscrits par la France sur les listes de l'UNESCO. Impossible ici de tous les lister, mais il y en a 23 en tout au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire juste avant le prochain comité intergouvernemental de 2022, 23 éléments qui correspondent à 31 pays, dont 14 limités à la France. 14 limités à la France, et donc cette candidature multinationale qui comporte de nombreux autres États parties. Et c'est là une tendance qui s'est affirmée dans la dernière décennie, que de réaliser des candidatures multinationales avec des pays très souvent européens, mais pas seulement. Alors, un petit mot sur la procédure. Là aussi, c'est le service que je représente, le département de la recherche, de la valorisation et du PCI, qui accompagne les communautés dans leur démarche d'élaboration d'une candidature UNESCO. Et ensuite, en cas d'une candidature nationale, le comité national remettra un avis consultatif en vue d'un arbitrage de la ministre. On sait qu'une autre tendance, c'est d'avoir de plus en plus donc de candidatures, et les candidatures nationales étant soumises à quota, eh bien, il est nécessaire d'avoir à un moment donné un arbitrage, et c'est le ou la ministre qui va s'en charger sur la base d'un avis consultatif et de l'audition des communautés qui sont candidates. Voilà. Alors, je souhaitais également revenir sur les acteurs du PCI. En premier lieu, vous parlez de cette association France PCI, qui est l'association française des éléments justement inscrits sur les listes du PCI de l'UNESCO. L'association France PCI a été créée il y a une dizaine d'années, et elle mène des actions qui visent à partager déjà un partage d'expériences sur les plans de sauvegarde mis en œuvre par chacune des communautés liées aux éléments inscrits,
mais plus largement aussi à sensibiliser à l'importance du PCI en France. Toujours en ce qui concerne donc les acteurs qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à être concernés par la sauvegarde du PCI en France, nous avons un réseau de ce que nous appelons les ethnopôles. Alors les ethnopôles, c'est un label ethnopôle qui a été créé par le ministère de la Culture, donc par la mission pour le patrimoine ethnologique dont je vous parlais tout à l'heure, en 1995. Un ethnopôle se caractérise par la mise en œuvre d'un programme de recherche en sciences sociales, en ethnologie, plus largement en anthropologie, sociologie, histoire, sciences juridiques, sciences économiques dans certains cas, mais avec une dominante ethnologie. Un programme de recherche donc thématisé qui est articulé avec la programmation culturelle de la structure labellisée. Un exemple parmi d'autres, puisqu'il existe aujourd'hui 12 ethnopôles, eh bien, sur justement le Centre français du patrimoine culturel immatériel, le CFPCI, Centre français du patrimoine culturel immatériel, qui est basé à Vitré, en Bretagne, développe, avec des chercheurs, en relation avec plusieurs laboratoires de recherche, un programme réflexif sur la mise en œuvre de la Convention elle-même, donc sur le PCI. Il organise un séminaire annuel qui est publié en acte dans les cahiers du CFPCI que l'on peut trouver en ligne sur le site du Centre français du patrimoine culturel immatériel. D'autres acteurs du PCI en France, les fédérations. La fédération des associations des musiques et danses traditionnelles, qui, dans le champ évidemment de l'oralité, de la musique et de la danse, s'implique fortement dans l'identification et la sauvegarde du PCI. La fédération des écomusées et des musées de société joue aussi un rôle important, ainsi que chacun des musées et des écomusées qui, de par leur collection et leurs actions, vont contribuer là aussi à sauvegarder, voire dans certains cas identifier par le biais de l'inventaire national le patrimoine culturel immatériel. Une autre fédération est celle des parcs naturels régionaux qui s'impliquent de plus en plus également dans l'identification et la sauvegarde du PCI sur leur territoire. Donc il existe plus d'une 50aine de parcs naturels régionaux qui non seulement ont des missions dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel, mais également du patrimoine culturel qui s'avère en réalité très souvent indissociable sur les territoires. On peut aussi souligner que cette année, cette fédération des parcs naturels régionaux a lancé un appel à projet en direction des parcs naturels pour justement mener des inventaires participatifs du patrimoine culturel immatériel au sein des parcs. Parmi les acteurs, encore une fois de plus en plus nombreux, qui s'impliquent dans la mise en œuvre de la Convention, on va citer aussi les ONG accréditées par l'UNESCO, qui en France sont au nombre d'une vingtaine et qui vont pouvoir jouer un rôle de plus en plus important
dans l'expertise qu'elles fournissent en matière justement d'élaboration de mesures de sauvegarde du PCI. Dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est donc l'importance que l'on va donner à la recherche en sciences sociales et en ethnologie plus particulièrement, dans la mise en œuvre de la Convention enfance. Je le disais à l'instant, au moment où des représentants de communautés nous saisissent en vue d'une inclusion d'un élément à l'inventaire national, nous allons leur conseiller de collaborer avec un chercheur compétent sur le domaine, voire en particulier sur la pratique dont il est question. Nous procédons donc finalement à des appareillages entre des chercheurs et des communautés. Ce conseil, c'est une proposition, ce n'est pas une obligation, évidemment, ce qui serait contraire à l'esprit de la Convention, où les chercheurs ont un rôle de facilitateur, est toujours bien accepté, bien accueilli par les communautés qui voient tout le bénéfice à travailler avec un ou des chercheurs qui pourront déjà les aider à réaliser ce dossier, puisqu'il y a une bonne part rédactionnelle, et donc il faut décrire la pratique aujourd'hui, et ça c'est bien la tâche d'un ethnographe, mais aussi donner des repères historiques. Alors très souvent, les communautés disposent de ces informations, c'est ce que l'on constate, mais elles n'ont parfois pas également la disponibilité de temps pour réaliser de tels dossiers, en particulier lorsqu'il s'agit d'un savoir-faire lié à l'artisanat, et les artisans sont mobilisés pour honorer leur carnet de commande, mais n'ont pas forcément donc de temps à passer pour rédiger un dossier assez conséquent. Donc, dans ces cas-là, le recours à un chercheur est tout à fait bienvenu. Du point de vue de la recherche aussi, il y a un intérêt des chercheurs, à réaliser ce type de recherche appliquée et impliquée dans la sauvegarde, dans donc une forme de recherche-action, dans la mesure où ça leur permet d'élaborer de nouvelles postures de recherche, de s'interroger sur des problématiques qu'ils n'auraient peut-être pas pu saisir s'ils n'avaient pas collaboré à l'inventoriage du patrimoine culturel immatériel. Et donc, c'est une façon d'impliquer la recherche directement dans le processus d'inventaire, mais le PCI s'est bien sûr très vite présenté comme un objet de recherche plus classiquement, un objet de recherche dont se sont saisies les différentes disciplines en sciences sociales. Donc l'anthropologie, qui en France a développé une anthropologie du patrimoine dès les années 90, une anthropologie du patrimoine qui s'est intéressée aux monuments historiques, puis à l'archéologie, puis au patrimoine culturel immatériel quand il est apparu, avec des problématiques portant sur les processus de patrimonialisation, leurs effets, leurs causes, leurs motivations, leurs freins, etc. Donc, cette recherche sur le PCI a donné lieu à déjà de nombreux programmes, et notamment dans le domaine des sciences juridiques. J'ai eu l'occasion de parler d'un programme en droit comparé international sur la traduction dans les droits nationaux de la Convention de 2003, mais aussi des programmes donc en anthropologie du patrimoine, en sciences économiques,
en histoire et évidemment des programmes pluridisciplinaires, avec des colloques qui se tiennent régulièrement, notamment au sein de ces ethnopôles dont je vous ai parlé. Voilà, je finirai donc sur cette conclusion et je vous remercie de votre attention. Thank you so much, Mr. Musard, for providing us with the comprehensive overview of the legislation and the safeguard measures adopted in France on ICH. Thank you so much. Thank you.